Alors, merci d'être avec nous pour ce dernier feu de camp. Encore une fois, on va essayer évidemment de parler du monde du travail, de parler de créativité, de parler de tous ces sujets qui nous ont tenus pendant ces 3 jours, mais de le faire à travers un portrait, en rencontrant une personne, en rencontrant son parcours professionnel, mais aussi parcours de vie. Et celle qu'on rencontre à présent, c'est Mélissa Cancelier. Alors, Mélissa Cancelier... je vais presque dire Mélissa, si tu permets. Oui, c'est mieux. C'est une grosse tête, Mélissa. C'est quelqu'un qui est vraiment très impressionnant quant à sa capacité de recherche. Elle a fait de la recherche en neurosciences. Ça impressionne toujours. Enfin, moi, en tout cas, ça m'impressionne, la neuroscience, à chaque fois. À l'université d'Oxford. Et puis, elle est aussi diplômée d'HEC Paris. Tout de suite, ça pose une façon de penser. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 7 ans chez Ubisoft. Et chez Ubisoft, elle faisait quelque chose d'assez particulier, puisque ce qu'elle mettait au point, c'est des stratégies UX, donc expérience utilisateur, pour des jeux vidéo. Est-ce que tu es une gameuse déjà ? Tu joues ? Je le suis devenue. Tu l'étais pas au départ. J'ai cru l'être, je ne l'étais pas en arrivant chez Ubisoft. J'ai découvert ça en arrivant. Donc elle est devenue gameuse, et elle a réfléchi là-dessus. Et puis ça, c'était son job d'avant, parce que son job aujourd'hui, c'est de se pencher sur le futur des mobilités, et c'est ce qu'elle fait chez Forestia. Alors c'est un très beau parcours professionnel pour... une jeune femme dont la ligne directrice, c'est ce que tu me disais quand on a préparé, c'est l'humain, avec un H majuscule, c'est l'homme. Alors, d'abord, peut-être que tu vas nous expliquer ce terme-là. L'humain, c'est ce qui te préoccupe, c'est ce qui te guide. Tu veux dire quoi exactement avec l'humain ? Alors effectivement, l'humain prend plein de formes possibles. De mon côté, c'est plus la manière dont l'humain fonctionne. Et ce qui le caractérise, c'est évidemment le fonctionnement de son esprit. Et c'est ça que je suis en quête de cette compréhension de l'humain encore aujourd'hui, puisque ça anime finalement, j'ai l'impression, tout le fonctionnement de la société, les rapports qu'on a avec ses proches. Donc c'est la quête perpétuelle. De comprendre comment ça marche. Et du coup, comment marche le cerveau humain ? Maintenant, on a la chance d'avoir accès à la biologie. Donc, c'est la manière dont on perçoit des processus qui nous paraissent complètement abstraits, finalement, sous un aspect matériel presque. Et donc, ça permet d'en savoir un petit peu plus et d'avoir de vrais éléments de réponse et de se comprendre soi et de se comprendre les autres. Donc, c'est un petit peu la clé pour moi dans ma vie, quoi. Ce qui est étonnant, c'est le point de départ de cet intérêt. Petite fille, tu t'es prise de passion pour les dauphins. On va voir une image, une photo que tu nous as envoyée. C'est toi. Voilà. Et tu fais quoi là ? Alors là, je suis aux Açores, en fait, donc en plein milieu de l'Atlantique. Et en fait, je nage avec des dauphins, donc une rencontre attendue depuis une bonne vingtaine d'années, à cette époque-là, puisque j'avais un petit peu plus de 20 ans. Et donc, la rencontre avec des animaux absolument passionnants et qui véhiculent vraiment l'immensité de la nature et de la petitesse aussi qu'on peut avoir en tant qu'être humain. C'était quoi ton enfance ? C'était qui cette petite fille qui avait envie de rencontrer des dauphins ? Alors, donc moi, je suis une fille d'une maman martiniquaise, noire, et d'un papa d'origine bretonne, donc métropolitain. J'étais plutôt une petite fille géniale. J'étais plutôt une petite fille, on va dire, qui baignait dans cette espèce d'amour de la différence. Tu vivais où ? Donc je vivais à Corbeil-Essonnes, dans la banlieue parisienne. Voilà. Et donc on avait vraiment cette espèce d'amour de la différence. Et en fait, j'appartiens à la génération flipper. Donc, pour ceux qui connaissent... Donc c'est en regardant la télé que tu t'es intéressée à ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, les dauphins, bon, quand on est petit, on les aime bien. Il y a plein d'enfants qui aiment ça parce qu'ils ont toujours, on a l'impression qu'ils sourient tout le temps. Alors, ils ont la même tête quand ils croquent un thon, mais on a toujours l'impression qu'ils sourient. Et donc, ils attisent beaucoup la curiosité. Et en fait, quand on s'intéresse à eux, moi, je rêvais de traduire leur langage. Et on se rend compte qu'en fait, ils ont notamment des cerveaux très particuliers, et notamment par rapport à l'être humain. Oui, mais enfin, c'est pas à 8-10 ans que tu as découvert ça. C'est venu progressivement. Le cheminement de cet intérêt pour ces dauphins qui parlent à l'intérêt pour le cerveau. En fait, pour être très franche, j'ai eu la chance très tôt de m'intéresser justement à leur cerveau, parce qu'il a beaucoup plus de plis que tous les autres animaux sur Terre. Les cétacés ont des cerveaux où en fait ils ont le néocortex, donc cette partie, l'espèce de partie superficielle du cerveau, qui ont beaucoup plus de plis que tous les animaux sur Terre, y compris l'être humain. C'est les seuls. Et donc du coup, tout de suite, ça pose question. Est-ce que c'est une particularité? Et puis du coup, on se penche sur le cerveau et on essaye de comparer ce cerveau-là à celui de l'être humain. Et donc cette passion-là est née très tôt. Je ne savais même pas que ça s'appelait les neurosciences à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de truc de gelé, et de me dire, oh là là, c'est à partir de là qu'en fait, les animaux, c'est un petit peu le centre de commande des animaux. À quel moment tu as su que tu allais faire des neurosciences, que ça allait être ton parcours de vie? Que ça s'appelait les neurosciences peut-être plus tard, évidemment. Que ça allait être mon parcours de vie, j'en ai jamais été vraiment sûre. Je pense que peut-être ado, ou peut-être juste avant, peut-être en fin de primaire ou début du collège. Et quand tu as commencé à travailler en neurosciences, qu'est-ce que tu voulais explorer? Qu'est-ce que tu voulais comprendre? Qu'est-ce que tu cherchais? Alors moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'était le parallèle entre les émotions et la mémoire. Donc cette partie vraiment rationnelle et les émotions. Et en fait, j'avais vraiment envie de comprendre à quoi on attribuait parfois cette dualité. Et puis finalement, à quoi en fait correspondaient aussi les mécanismes d'apprentissage, qui étaient aussi largement dominés par les émotions. Donc la manière dont le cerveau évolue avec la vie, et dont finalement chaque expérience qu'on vit a cette traduction biologique, c'était vraiment ce qui me passionnait. Et tu as eu la réponse? Non, bien sûr que non. Sinon, ça ne serait pas intéressant. Ce ne serait pas du jeu. Exactement. Et c'est ça qui est incroyable en fait avec les neurosciences, c'est que du jour au lendemain, en fait, ça peut renverser des croyances qu'on a depuis toujours. Et c'est vraiment, au fur et à mesure qu'on apprend sur le cerveau, alors de l'humain ou aussi des animaux, on peut remettre en cause des choses auxquelles on croit, mais depuis toujours. Et c'est vraiment ça qui est passionnant. Et même si tu n'as pas eu de réponse, et on n'en a sans doute jamais dans les sujets de recherche, qu'est-ce que tu gardes en fait de tes années, de ton travail de recherche à Oxford? Ça t'a donné quelque chose de particulier? Alors déjà, oui, un profond rejet du déterminisme. C'est-à-dire que aussi bien par rapport à mon parcours, mais aussi par rapport à la manière dont le cerveau fonctionne, en fait, c'est vraiment les expériences qui créent quelqu'un, et c'est pas, on ne peut pas être prédéterminé à faire quoi que ce soit. Et le cerveau est un vrai témoin en fait de ce message-là, puisque par exemple, si on s'intéresse, c'est peut-être pas le plus gai, mais même à des personnes qui ont des pronostics, on va dire malheureux quand ils ont une maladie, on sait aujourd'hui, c'est prouvé que la manière dont ils seront entourés au même pronostic n'aura pas les mêmes résultats. Et en fait, là, on voit bien que les émotions, qui ont donc une tradition biologique, les expériences, en fait, modifient complètement à la fois nos comportements et donc, du coup, notre parcours. Et donc, rejeter le déterminisme, c'est presque un message d'espoir. C'est que, bien entouré avec des émotions et de l'amour, finalement, il n'y a pas de fatalité. Non.
Pas pour moi. C'est super de faire des études à Oxford pour avoir cette conclusion en se disant il n'y a pas de fatalité. En fait, on peut très bien y croire. Mais c'est encore plus intéressant, effectivement, de le voir sous un microscope. Voilà. Toi, tu l'as prouvé, ou en tout cas, t'en as eu une preuve. Et cette dominante émotionnelle dont tu parles, comment tu la définis, toi, humainement ? Pour moi, la dominante émotionnelle, c'est vraiment, en fait, cette espèce d'interface entre le biologique de la survie et en fait, tous nos processus rationnels de haut niveau, dont on a donc une expérience consciente, mais qu'on a tendance à croire un peu solitaire dans notre manière de ressentir, alors que c'est pas vrai. On est poussé par la survie et les émotions sont une manière de manifester en fait à quel point nous on reste quand même entre guillemets des animaux qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être acceptés. Et typiquement, on sait aussi que le rejet social, par exemple, c'est pas quelque chose qui se passe que dans la tête. Dans le sens où, même si ça paraît abstrait, le fait d'être rejeté socialement, ça active du coup les zones du cerveau qui sont les mêmes que ceux de la douleur physique, par exemple, que du coup, il y a du cortisol qui va dans le corps, que si c'est un rejet social qu'on ressent, par exemple, dans le milieu du travail, ça peut aboutir à des déficiences immunitaires, donc l'apparition de maladies plus ou moins graves à terme. Et ça, aujourd'hui, c'est hyper important pour comprendre notamment que une violence, même psychologique, elle peut atteindre l'intégrité biologique d'une personne. Et donc la composante émotionnelle, elle est ultra importante pour pouvoir vivre ensemble, tolérer les autres et comprendre en fait l'importance qu'elle a au niveau même du coup matériel, biologique, santé. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas fonctionner en société sans prendre en compte les émotions dans la vie, dans la santé des gens avec lesquels on travaille et on vit. Oui, de toute façon, on voit dans les organisations où c'est pas le cas comment ça se passe. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la chance non seulement de travailler sur l'expérience utilisateur, mais beaucoup aussi avec les ressources humaines pour travailler sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, les études américaines montrent que par exemple, les excellents leaders se diffèrent des très bons leaders par leur intelligence émotionnelle. Donc cette empathie qu'on est capable d'avoir avec autrui, c'est à la fois un moyen de sécuriser le fait, nous, d'être acceptés dans un groupe et aussi de protéger l'intégrité des autres. Et c'est vraiment, à mon sens, le futur, aussi bien quand on est dans une entreprise pour échanger avec ses collaborateurs que quand on s'adresse à une audience, c'est-à-dire même des clients ou des joueurs, pour pouvoir leur apporter une expérience qui les fera... Qui trouveront une valeur au-delà de l'interaction directe qu'ils ont par une offre, par exemple. Ce qui est étonnant, c'est que tu tires de ces études et de ces résultats de tes recherches une leçon qui est une leçon d'humilité, pour toi et pour tout le monde. Oui, parce que en fait, alors c'est marrant parce que quand tu disais ouais, c'est impressionnant les neurosciences. Alors déjà, c'est pas parce qu'on étudie les neurosciences que le cerveau va grossir plus que ceux des autres. Donc voilà, c'est une curiosité, mais voilà, on a donc le cerveau. Une des premières choses qu'on apprend déjà, c'est que déjà on connaît pas tout et que par ailleurs le cerveau lui-même a des limites, donc le nôtre aussi. Et aussi avec cette dominance émotionnelle qui nous amène à comprendre que les réactions d'agressivité, en fait, c'est un mécanisme qui prend son origine dans une peur, par exemple. Le fait de comprendre que c'est pas parce qu'on maîtrise l'information qu'on expose à quelqu'un que le cerveau de cette personne-là sera même de tout traiter, de voir que de toute façon on ne peut pas tout traiter. Comme information, c'est impossible. Le fait de comprendre toutes ces limites-là, oui, on est obligé d'y prendre une leçon d'humilité parce que petite, je ne pensais pas ça. Et cette leçon-là, elle a une influence sur ta vie à toi, sur la façon dont tu vis, dont tu agis ? Oui, parce que en tout cas, aussi bien vis-à-vis de mes proches,
que vis-à-vis de mes collègues, où en fait il s'agit de pas avoir des exigences que je trouve plus légitimes et que j'aurais peut-être pu trouver légitimes avant. Et disons que quand je vais avoir une déception sur un comportement, je vais toujours essayer de comprendre. Ça m'empêche pas de pas être d'accord, de pas cautionner, mais disons que je suis plus amenée à chercher l'origine d'une réaction plutôt que d'y répondre directement. C'est super quand les études permettent ça, ça fait avancer. Ouais. Il y a une autre conclusion que tu en tirais, c'est quasiment un titre de film, c'est ne jamais dire jamais. Alors, pourquoi ne jamais dire jamais? Pourquoi, quand on étudie des neurosciences, qu'on comprend toutes ces choses sur le cerveau, on se dit, ok, jamais, jamais. Ah non, jamais, jamais. Là, il y a un exemple qui illustre bien cela. Quand je disais justement que les neurosciences ont cette capacité à remettre en cause nos croyances les plus profondes et à réinventer presque la manière dont on pourrait se construire même spirituellement. Récemment, il y a eu des études qui ont montré que... Alors, il y avait eu les souris il y avait quelques années où il y avait des hypothèses. Et là, en fait, il y a un article qui est paru cette semaine, donc un article scientifique, qui montrait qu'il y avait donc des ARN messagers. Donc, en fait, c'est des espèces de petits fils qui sont produits à partir des gènes sur lesquels on vient tricoter des protéines dans une cellule. Donc, bref, en gros, c'est une espèce de matière qui n'est pas directement donc les gènes, pas directement l'ADN, et qui sont produits en fonction de l'expérience des cellules, donc de l'expérience qu'on a. Et il a été montré récemment que ils pouvaient être transmis d'une génération à l'autre. Alors bon, c'est chez des vers, mais quand même, en fait, c'est presque comme si une expérience d'un ver pouvait être transmise à minima par ce moyen-là. Un héritage de connaissances ou émotionnel transmis. Exactement. Via la génétique assez... En l'occurrence, c'était des expériences de stress. Mais donc, du coup, bon, on n'est pas dans la réincarnation, hein, donc, mais du coup, la question se pose de, finalement, biologiquement, on transmet autre chose que nos gènes et on transmet potentiellement des éléments d'expérience. Et donc ça, c'est... Des émotions. Peut-être. Le stress, oui, si on le considère comme une émotion, peut-être, c'est ça. Donc effectivement, ça ouvre des champs. Là, on est dans le champ du ne jamais dire jamais à certaines connaissances que, pour l'instant, on ne maîtrise pas. Oui, c'est ça. Et puis, parce que c'est pareil, chez les animaux, on se rend compte qu'ils sont toujours plus intelligents qu'on l'imaginait. On a ce biais aussi de se dire... alors moi, je me suis beaucoup intéressée aux dauphins, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on associe l'intelligence à la nôtre. Donc on est forcément biaisé. C'est-à-dire qu'on pense qu'un animal il est intelligent quand il fait quelque chose qui nous ressemble. Et donc, oui, ne jamais dire jamais, parce que je pense que, en tout cas, le cerveau est loin de nous avoir livré le dixième de ces mystères et du coup de la manière dont il est fait et du coup de qui nous sommes. On imagine que ces études-là, elles ont été passionnantes. Et du coup, on se demande comment tu es passé de cet univers de recherche en neurosciences à l'univers des gamers et de l'expérience utilisateur. Comment tu as fait la bascule? Pourquoi? Alors, il y a eu déjà un quotidien qui... faut savoir qu'en recherche fondamentale, le sujet est plus que passionnant. On est entouré de gens extrêmement curieux et donc c'est super. Après, le quotidien, expérimentalement, c'est beaucoup de sacrifices animaux, c'est des patients aussi. Voilà, il y a un quotidien qui est un petit peu... Lourd, voilà. Donc, moi, j'ai commencé à somatiser, hein, tout simplement. Je commençais à être malade avant d'aller... au moment où on planifiait des expériences, je commençais déjà à avoir mal au ventre. Voilà,
Et donc oui, je me suis posé la question et puis je me suis dit bon, j'ai pas envie d'arrêter de connaître les neurosciences. Et puis effectivement, autour de moi, les gens, oh là là, les neurosciences. Et en fait, il y a tellement de connaissances qui méritent d'être partagées, pas seulement entre scientifiques, mais pour avoir un impact direct dans la vie de tous les jours. Et donc, ça a été l'objet un petit peu de ma quête en me disant, allez, hop, il faut que j'aille en entreprise. Et puis, du coup, je suis passée par une formation en école de commerce, quoi. Et le game design ou le game derrière, pourquoi ? Alors, parce qu'ils sont venus me chercher. Oui, en fait, Ubisoft, ça s'est fait un petit peu au hasard. Il y avait... à HEC, il y a les entreprises qui viennent mettre leur stand, là, les carrefours HEC, là, pour aller chercher les étudiants. Ils avaient un stand Just Dance où on fait de la musique. Et moi, je devais aller travailler à l'époque chez Cisco qui faisait des plateformes de conférences, donc pour travailler pareil sur l'expérience utilisateur de plateformes de conférences. Et puis, avec une copine, on avait récupéré un peu tous les goodies des stands, la boule anti-stress Amadeus, le petit camion La Poste. Et donc, on se trouve devant le stand Ubisoft, et puis pour aller danser, quoi. Et il y avait le producteur de Ghost Recon à l'époque qui était là et à qui on a demandé si on pouvait jouer au jeu, danser. Et puis, il nous a dit, pour danser, il faut mettre son CV. Et ça s'est fait comme ça. Donc, vraiment... par hasard. Enfin, 3 semaines après, ils m'ont appelé. Je suis venue 3-4 fois parce que du coup, il fallait que je dise non à Cisco, à qui j'avais dit oui, etc. Donc, j'étais un petit peu hésitante au début. Et puis, finalement, ils m'ont eu par l'affect aussi. Par la danse, en fait. Par la danse. Ils t'ont attrapé par la danse. Mais plutôt jolie. Oui, mais en même temps, c'était... j'ai rencontré l'équipe du Strategic Innovation Lab, qui est une équipe de gens ultra humains, curieux, et j'ai l'impression de rencontrer mes frères et sœurs, quoi, que je connaissais pas, donc j'étais obligée d'aller avec eux. Et à ce moment-là, tu n'étais pas une gameuse ? Je croyais l'être, encore une fois, et puis voilà, je suis arrivée à Ubisoft, et puis là, on parle de LOL. Alors pour moi, LOL, c'était rigolo, donc c'est League of Legends. On parle de CS, de plein d'acronymes, et on se rend compte qu'il y a toute une culture qui est beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. Et même encore aujourd'hui, ça surprend quand on dit que l'e-sport, donc le jeu vidéo en compétition, c'est le 2e sport le plus regardé au monde maintenant après le football. Enfin, le soccer, le football. Et donc plus que le football américain, plus que le basketball. Et effectivement, c'est une culture qui est tellement vaste et qui grandit tout aussi vite que c'est impossible de se définir gamer maintenant si presque on ne fait pas de la compétition. C'est compliqué. Et toi, qu'est-ce que tu pouvais apporter ? Enfin, les neurosciences, et toi qui portais cette connaissance, qu'est-ce que vous pouviez apporter au game ? En fait, ça sert à quoi ? Dans les jeux, ce qui se passe, c'est que la question d'expérience utilisateur qui va consister à vraiment travailler sur des problèmes dont on dit de usabilité, c'est-à-dire à quel point on a une qualité d'exposition de l'information, notamment, en jeu vidéo, elle est d'autant plus clé parce que dans toutes les expériences, par exemple sur des sites web, les gens viennent pour quelque chose. Donc si moi je suis vente privée, par exemple, quand mes utilisateurs y viennent, bon, évidemment, il faut qu'ils aient une expérience sympa avec mon site, mais moi, ils viennent pour des transactions, ils viennent pour des bons plans, et moi, c'est les transactions qui va faire que mon business va prospérer. Dans le jeu vidéo, les gens, ils n'ont pas à être là. Donc en fait, on vend vraiment de l'interaction. Et donc il faut que cette qualité d'interaction, elle soit optimale. Et pour ça, on est obligé d'avoir une qualité d'exposition de l'information qui soit telle qu'on favorise un apprentissage le plus fluide et divertissant possible d'une histoire, de mécaniques de jeu qui vont nous permettre de profiter d'un univers plus fictionnel, quoi, dans lequel on va aller explorer ou dans lequel on va relever des défis, etc. Mais même avant ça, le simple fait d'exposer le jeu, dès les premières interactions, avec toutes les règles plus ou moins complexes qu'il va avoir, plus effectivement l'histoire, tout ça, ça fait vraiment appel à la compréhension de ce que c'est que l'apprentissage, la compréhension de comment le cerveau perçoit l'information, et aussi comment on peut déjà faire jouer sans que la personne ait forcément toutes les règles du jeu en main. Donc ça veut dire que la
compréhension du cerveau va aider à faire un jeu qui va être facile, ludique, abordable, attractif, et dans lequel le joueur va être tout de suite à l'aise. Tu peux nous... Enfin, ça se traduit comment ? Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu peux préciser ? Par exemple, quand on travaille sur un jeu comme Assassin's Creed, où en fait on incarne en fait quelqu'un qui va devoir aller se battre, venger ses ancêtres, etc. Il faut exposer l'histoire. Donc l'histoire, elle est ultra compliquée. Donc il faut... quand on va exposer l'histoire, il ne faut pas que ce soit plat. Il faut que ce soit une histoire qui va bien sûr servir un objectif. Et notamment, une des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est de faire en sorte que ce qu'on appelle les tutoriaux, qui doivent être les plus, on va dire, les plus immersif possible, c'est-à-dire que presque on n'ait pas la sensation d'être dans un tutoriel complètement linéaire où on fait étape 1, ensuite étape 2, etc. Il faudrait que ces tutoriaux, pour qu'ils soient les plus intéressants possibles, soient directement liés à un objectif de jeu. Si par exemple, j'avais travaillé sur Rabbids Mario Kingdom Battle par exemple. Dans les tutoriaux de ces deux jeux-là, avant que je travaille avec les équipes en question, les tutoriaux, donc ces séquences de jeu où on apprend à jouer à une arme ou on apprend les règles de jeu, n'étaient pas liés à un objectif de jeu ultra motivant. Donc, en gros, en tant que joueur, on était dans cette espèce de sas intermédiaire entre je fais de l'action, mais qui ne sert pas forcément à mes objectifs, et j'avance pas non plus dans l'histoire. Passons à autre chose. Exactement. Sauf que typiquement, l'apprentissage, il va y avoir deux gros facteurs qui vont faire qu'on apprend bien dans la vie. C'est soit on le répète, soit il y a une charge émotionnelle. Donc, par exemple, si j'ai un traumatisme, j'ai pas besoin qu'on me le répète, je me rappelle. Et puis, quand il y a absolument zéro émotion, il faut que je répète, il faut que je fasse du bachotage pour pouvoir apprendre. Donc, lier un apprentissage de vocabulaire qu'on mettait dans un contexte plutôt plat auparavant, à tout de suite des éléments narratifs où on sait qu'on aura une charge émotionnelle. Exemple, il faut que je fouille et donc j'apprenne ce que c'est que de fouiller, ou que j'apprenne ce que c'est que cette arme, parce que j'ai un combat tout de suite hyper important qui arrive. Tout de suite, j'ai quelqu'un à affronter, par exemple. C'est ce qui permet de faire que le tutoriel va être engageant. Et donc, quand c'est engageant, on sait que ça va être beaucoup plus facile pour les joueurs de traiter l'information parce qu'on les emmène dans quelque chose qui leur donne envie. On leur parle avec les émotions. Et ce travail, intégrer quelqu'un avec ton profil dans une équipe de game designers, c'était nouveau quand même. Ouais, c'est nouveau, mais encore une fois, c'est aussi beaucoup d'empathie aussi pour en fait, on en parlait un petit peu aussi avec Guillaume tout à l'heure, mais en fait, pouvoir commencer à mettre des nouveaux outils dans les entreprises, comme celui d'expérience utilisateur, c'est aussi s'appliquer à soi, c'est logique d'expérience utilisateur. En gros, moi-même, il fallait aussi que je puisse valoriser mes collègues pour qu'ils apprennent aussi à utiliser ces principes clés. Et parfois, oui, j'ai usé de moyens un peu dingues. Par exemple ? De faire venir des magiciens pour qu'ils se rendent compte des limites du cerveau. Donc avoir des magiciens, on parlait dans l'équipe de travail. Faire des tours, quoi. Et puis en plus, il y a aussi des magiciens qui sont à Ubisoft. Parce que, du coup, j'en ai découvert plein. Mais par exemple, quand tout à l'heure, on parlait du fait que le cerveau, il peut pas traiter toute l'information à laquelle il est exposé, d'accord ? Donc on traite une partie. Et voilà, donc l'attention, c'est cette espèce de fil qui va surtout nous débarrasser de plein d'informations, surtout. Un magicien, la raison pour laquelle ces tours marchent, c'est parce qu'il sait qu'il y a des zones où on a ce qu'on appelle des blind spots, quoi. On a bien détourner l'attention. Exactement. Et donc le fait d'avoir des magiciens qui fassent des tours
où tout le monde marche. Et après de dévoiler le tour en montrant, vous voyez, vous regardiez là, donc vous n'aviez pas vu que moi j'étais en train de... les gens, après, disons qu'il n'y a plus de débat, puisque même eux se sont fait avoir. Et donc du coup, oui, du coup, là, on ne va pas mettre une scène avec et 3 ennemis, et des sous-titres, et un nouvel élément qui apparaît sur la carte, parce que le joueur, il ne va plus pouvoir le traiter information. Voilà. Ça devait être une ambiance assez sympa dans cette équipe. D'ailleurs, de toute façon, j'avais envie de savoir comment ça se passait. Je trouvais ça un peu surprenant, une équipe de game design qui accueille une spécialiste de neurosciences. Et donc, j'ai appelé quelqu'un qui travaillait avec toi, pour Nathalie, pour lui demander un petit peu comment ça se passait, enfin ce que ça apportait. Et puis en fait, elle a enregistré un message pour toi. Et si vous en êtes d'accord, je voudrais te faire écouter le... Improbable et difficile de parler de toutes les inspirations que tu as apportées dans l'équipe pendant le temps qu'on a travaillé ensemble. Je vais essayer. Je pense que jusqu'à notre rencontre, moi j'avais la sensation que le game design avançait sur une seule jambe. Et tu as amené cet équilibre-là en mettant l'utilisateur toujours au centre et en ne faisant jamais perdre de vue qu'il était toujours au centre. On a mis en place des entretiens, un peu de design thinking, des protocoles. Et sans toi, jamais on n'aurait pu faire les prototypes qu'on a fait, j'en suis persuadée. Je pense que cette compétence-là, elle n'est pas encore assez reconnue. Mais il va falloir que ça change, probablement parce que dans le futur, utilisateurs, développeurs, créateurs, ce sera la même chose. Et donc, le plus on crée de liens et d'outils pour travailler ensemble, le mieux ce sera. La deuxième inspiration dont je voulais parler, c'est toi. Il ne faut pas que je me mette à pleurer. C'est ta droiture et ton courage. Et je pense que avec les connaissances que tu as sur le comportement humain, c'est tellement important éthiquement d'avoir cette droiture, cette honnêteté intellectuelle et ce courage, parce que tu pourrais utiliser tout ça pour manipuler les gens. Et tu es bien capable de manipuler les gens parce que tu les aimes trop. Donc, tu nous manques beaucoup. Je pense qu'on va continuer le travail que tu as inspiré. On va changer un peu le workflow, mais on continue à rencontrer des utilisateurs, à les écouter, à les intégrer à notre développement. Et puis bientôt, à leur donner des outils pour qu'ils deviennent eux-mêmes des créateurs. Donc, merci. Moi, je suis très reconnaissante à la vie de t'avoir mis sur mon chemin. Et je me rappelle très bien de la première fois où je t'ai vue, c'était en Skype depuis Shanghai, parce que Caro voulait me présenter à l'équipe. Et tu as été le moment du Skype où je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie d'aller au lab. Ça a été ce moment-là. Donc, merci pour ta droiture, ton courage, ton énergie extraordinaire, ton amour des autres et toutes les connaissances que tu nous apportes avec à nouveau une honnêteté et une passion qui sont vraiment inspirantes. Je t'embrasse. Voilà, la dominante émotionnelle, la voilà. Je sais pas quoi dire, parce que, à part que, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je suis partie d'Oxford, où on travaille justement sur ces relations entre l'émotion et la mémoire, même quand on s'intéresse à des maladies type Alzheimer, etc., en fait, on s'intéresse à des circuits neuronaux, dont un qui est le circuit de récompense et qui est lié à l'addiction. Et bien souvent, quand j'ai essayé de parler de l'importance des neurosciences, l'espèce d'association malsaine et absolument fausse, en tout cas pour le cas d'Ubi, et la manière dont moi je travaillais chez eux, entre
les neurosciences, l'addiction et le jeu vidéo me rendent dingue. Vraiment me rend dingue parce que même aujourd'hui, quand on voit les Facebook, qui ont essayé justement de travailler sur la manière d'essayer d'aller grappiller du like en comprenant un système de récompense, c'est pas prendre en compte la manière dont le cerveau évolue à long terme. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte que ce que c'est qu'une motivation, et ils ont oublié qu'en fait, une motivation avec l'apprentissage, elle ne devient plus la même. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis, si vous avez envie d'aller voir un film et que je vous spoil, votre motivation, elle va changer parce que vous aurez pris connaissance de quelque chose. Bon, de manière beaucoup plus large, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que la motivation, et donc en fait, cette espèce de théorie de l'addiction au service du temps de cerveau, au sens péjoratif du terme, elle me semble à la fois débile d'un point de vue neuroscientifique et nuisible de toute façon à l'être humain parce que elle n'apporte rien et heureusement comme elle n'apporte rien, au bout de quelques temps les gens s'en rendent compte. Et donc c'est tellement important pour moi de faire en sorte que les connaissances sur le cerveau elles soient au service du bien, parce que il y a tellement de possibilités qu'effectivement c'est parfois un combat contre ces espèces d'associations malheureusement faciles mais qui font encore sans sas pour certains. Voilà. Et ce que disait Nathalie sur la nécessité de droiture et d'honnêteté intellectuelle quand on a ces outils de manipulation en main, c'est quelque chose que vous avez partagé avec l'équipe quand vous étiez le binôme, puisque je crois que vous avez beaucoup travaillé toutes les deux en binôme, que vous portiez toutes les deux comme étant une exigence éthique forte. Oui, c'est ça, parce que alors il y avait à la fois l'exigence vraiment sur le travail, donc la rigueur qu'on mettait à l'expérience utilisateur pour développer aussi des prototypes, parce que je travaillais pas que avec le core business, mais aussi sur des prototypes avec d'autres grands groupes qui mettaient en place d'autres manières de jouer, etc. Et oui, on avait à la fois l'exigence sur la rigueur et aussi sur l'honnêteté à y mettre vis-à-vis des utilisateurs, comme des gens qui attendaient ces prototypes-là. Et faut pas se leurrer, hein, dans tout grand groupe, il y a des intentions qui sont parfois pas les mêmes que les nôtres, et parfois il a fallu on va dire porter notre voix un petit peu plus haut pour s'assurer que l'on pouvait transmettre comme on le voulait. Voilà. Et garder cette éthique. Aujourd'hui, tu travailles sur l'avenir de la mobilité. Un autre univers ou une continuité naturelle ? Alors, les deux. C'est-à-dire que mon métier, finalement, je suis toujours dans cette espèce de quête de la compréhension de l'humain, qui ne s'arrêtera jamais, j'espère, parce que c'est un peu ça qui fait vivre aussi. Mais il y a... Ce qui est intéressant dans la mobilité, c'est que là, on va avoir une mobilité qui, je l'espère, va être plus démocratisée, puisqu'on a des véhicules qui vont devenir, alors déjà électriques. Donc l'intérieur des véhicules, des voitures par exemple, sont changés, puisque les moteurs électriques prennent pas la même place. On va avoir des intérieurs qui vont changer aussi, parce que les voitures deviennent donc connectées, deviennent aussi progressivement autonomes. Et puis on a plein de nouveaux usages, parce qu'aujourd'hui elles sont aussi de plus en plus partagées. Et donc en fait tout ça amène à comment on réinvente l'intérieur d'une voiture, pour essayer de faire en sorte que la mobilité profite au mieux de populations très différentes, avec une mobilité qui change aussi, notamment en Asie, etc. Et donc
plein de révolutions, plein de questions, mais finalement, toujours cette question de l'utilisateur à mettre au centre, aussi bien sur, encore une fois, la manière dont on lui expose l'information, sur l'apprentissage, parce que les voitures, comme les jeux vidéo, c'est des interactions qui sont très riches. On a du software, du hardware, on a plein de modalités sensorielles qui viennent se mêler pour transmettre de l'information. Donc on a des mécanismes d'apprentissage, on a aussi des mécanismes de fatigue. Et puis disons que dans la voiture, avant qu'elle soit complètement autonome, autant c'est pas trop grave si on voit pas tout de suite une évolution de la barre de vie dans Assassin's Creed, autant dans la voiture, oui, voilà. Ça devient très concret. C'est très concret. Aujourd'hui, on a, par exemple, il y a des rétroviseurs qui sont des écrans aujourd'hui. Donc là, il y a l'e-tron, c'est une voiture d'Audi qui vient de sortir là, et donc il y a les écrans. Donc les rétros, c'est des écrans. Pourquoi ? Parce que du coup, on met des petites caméras, donc ça fait moins consommer la voiture électrique. Parce qu'en plus, on imagine que si on commence à mettre des écrans pour traiter les images, donc avoir un traitement d'image pour la rétrovision de nuit, dans le brouillard, etc. etc. Et Audi, tout autant qu'ils sont, ils ont mis les écrans dans les panneaux de porte. Ouais. C'est-à-dire que, alors qu'on avait à la base, quand on avait on a toujours, moi j'ai une Polo de 2002, alors, donc il y a un écran, on a nos rétroviseurs à droite et à gauche qui étendent un tout petit peu plus notre champ visuel à la conduite, du pare-brise et un petit peu autour. Aujourd'hui, ils sont dans ces écrans qui sont censés être nos rétros, sont dans les panneaux de porte, c'est-à-dire parallèles à l'axe de nos jambes, et notre regard sur la route est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire alors ça peut perdre le cerveau, ici. Pardon ? Ça perd le cerveau, on n'a pas nos repères. Il faut qu'on regarde plus loin, et aussi il faut comprendre que si on voit une voiture en latérale, en fait, en réalité, c'est qu'elle est perpendiculaire à nous à l'arrière. Donc c'est contre-intuitif, et derrière un truc aussi bête que le miroir, on a complètement oublié tout ce que ça impliquait d'interactivité, parce qu'un miroir, dès que je bouge, je vois un angle différent. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été oubliées. Donc l'expérience utilisateur est un petit peu plus natif dans l'automobile. Mais visiblement, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Le domaine que tu rêves d'explorer après celui-là, parce que ce qu'on comprend quand même, c'est que peu importe le domaine, il y a toujours à faire sur cette expérience utilisateur et cette compréhension du cerveau qui permet de faire mieux. Ouais. Tu veux faire quoi après ? Quel domaine tu veux explorer ? Très bonne question. J'en sais rien du tout. J'aurais envie d'encore de continuer à explorer le cerveau, parce qu'en plus, même si je travaillais à plein temps, j'ai une vie incroyable et je lis plein de choses en plus sur le cerveau quand je rentre chez moi, tout ça. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'expérience collaborateur. Donc de l'expérience utilisateur de quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Et je trouve que c'est un domaine intéressant aussi de s'intéresser encore une fois au travail et à l'amélioration du travail, le futur du travail, et de pouvoir adresser les moyens d'expérience utilisateur aussi aux gens qui contribuent à ces expériences utilisateurs d'audience externe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a aussi la question d'accessibilité dans les voitures qu'il faut porter, parce qu'aujourd'hui, personne s'y intéresse vraiment. Donc encore une fois, l'accessibilité, c'est la manière dont on va enlever des barrières pour des personnes atteintes de handicap de toutes sortes, que ce soit visuel, cognitif, auditif, moteur, d'accéder à l'expérience. Donc ça, dans l'automobile, aujourd'hui, on s'y intéresse trop peu. Alors que businessment parlant, ça se défend, parce que quand on apporte, faut comprendre que quand on enlève une barrière en accessibilité et qu'on donne une expérience accessible à d'autres, en fait, on la rend plus confortable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends toujours l'expérience très glamour des toilettes handicapées, tout le monde aime aller dans les toilettes handicapées.
parce qu'il y a plus de place, parce que moi j'ai une copine qui a un appartement, elle me dit PMR apparemment, qui est accessible, et il est hyper confortable son appartement. C'est la même chose sur les trottoirs. On est content avec une poussette de passer là où peuvent passer les fauteuils. C'est pour tout le monde. Donc j'ose espérer que dans un environnement compétitif, ce soit pas un luxe, le fait d'avoir une voiture accessible, parce que voilà, en faisant le bien, il se peut que même le business s'y retrouve. Donc il y a des choses à défendre aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment, à tout le monde. Mélissa.